Bonjour et bienvenue dans cette capsule dédiée à l'utilisation des courriels. À ce point, vous aurez pris connaissance de la capsule sur le lexique et la sécurité de l'information et de celle sur les navigateurs Internet, l'application Adobe Reader et le site Internet de l'UCFO. Débutons maintenant la capsule sur l'utilisation des courriels. Dans cette capsule, nous verrons comment prendre ces courriels, comment répondre à un courriel ou le transférer, comment écrire un nouveau courriel et comment ajouter une pièce jointe à un courriel. Finalement, nous verrons quelques trucs pour repérer un courriel frauduleux. D'entrée de jeu, il est important de mentionner qu'il est impossible de couvrir toutes les possibilités de domaine des courriels. Certains sont plus connus comme Hotmail, Gmail, Yahoo ou Outlook, mais il en existe beaucoup d'autres. Par exemple, l'école où je suis des cours me fournit une adresse courriel. Mon employeur me fournit une adresse courriel. Et même mon fournisseur Internet. Heureusement, les icônes et la terminologie utilisée sont universelles. Voyons d'abord comment prendre ces courriels. Votre adresse courriel est constituée de trois parties. La première est généralement votre nom ou un pseudonyme de votre choix et peut posséder des caractères alphanumériques. Le A commercial lie votre nom à celui du domaine choisi, par exemple Hotmail, Bell, Gmail, et termine par une extension .com, .ca, .net, etc. Voici quelques exemples. Sur un ordinateur, vous pourriez accéder à la messagerie directement via une application qui pourrait apparaître dans votre barre des tâches au bas de l'écran. Ou vous pouvez passer par le navigateur Internet et créer un favori pour pouvoir y retourner facilement et rapidement. Si mon courriel est fourni par Google, Gmail ou par Outlook, par exemple, je vais accéder au site et me connecter pour avoir accès à mes courriels. Sur Google, vous cliquez sur Gmail ou utilisez d'abord la connexion pour avoir accès aux autres options offertes par Google via votre compte. Avec Outlook, vous devez également cliquer sur Connexion pour saisir vos informations. Dans la fenêtre de connexion, vous devrez entrer votre adresse courriel complète dans le champ. Certains sites vous permettent maintenant d'utiliser d'autres informations pour vous connecter. Cliquez sur Suivant. On vous demande ensuite de saisir votre mot de passe. Vous ne verrez pas ce que vous inscrivez car les caractères sont remplacés par des astérisques par souci de confidentialité. Cliquez sur Se connecter. S'il s'agit de votre ordinateur personnel, n'hésitez pas à opter pour Rester connecté. De cette façon, vous pourrez accéder directement à vos courriels sans la procédure de connexion les prochaines fois. Mais attention, si vous allez consulter vos courriels sur un site public comme la bibliothèque, il est important de sélectionner Non, puisqu'on ne veut pas que le prochain utilisateur puisse y avoir accès. Pour ajouter votre adresse courriel à votre tablette ou téléphone intelligent, nous vous recommandons de demander l'aide d'un employé de votre fournisseur Internet dans une succursale de celui-ci. Ainsi, l'adresse sera intégrée et vous y aurez accès très facilement à chaque fois. Les icônes varieront d'un fournisseur à l'autre, mais vous verrez l'image d'une enveloppe. En voici quelques-uns. Pour Gmail, on peut reconnaître les couleurs de Google, mais dans un M plutôt que dans un G pour représenter Mail. En appuyant sur l'icône appropriée, vous ouvrirez directement votre boîte courriel. Pour ma part, j'utilise Gmail pour mon adresse personnelle. Je vais donc pouvoir vous présenter les fonctions via celui-ci. Si on fait un rapide tour de piste de la version complète, c'est-à-dire via un ordinateur, on peut voir dans le menu de gauche, parfois appelé Arborescence, que ma boîte de réception contient un courriel non lu. Ce courriel est mis en évidence par des caractères gras, plus foncés. On peut voir aussi le bouton pour écrire un nouveau message. On y reviendra plus tard. Pour chaque courriel, je peux voir un aperçu de son contenu. Dans le quatrième et le sixième courriel, on peut même voir que des pièces jointes se trouvent dans le courriel. Dans ce cas-ci, ce sont des images. Pour la version mobile, tout est pensé pour un écran plus petit.
Le menu est accessible via les 3 lignes horizontales. Il est possible que votre page ait un fond blanc. C'est un choix personnel de l'avoir noir dans mon cas. Dans un cas ou dans l'autre, l'expéditeur et l'objet du courriel non lu apparaissent en caractères gras. Pour accéder à un courriel, cliquez ou appuyez sur l'expéditeur ou le titre. Voyons maintenant comment répondre à un courriel. Lorsque vous ouvrez un courriel, c'est comme recevoir de la poste avec une enveloppe dont le port est prépayé pour la réponse. Que ce soit dans le navigateur ou sur votre appareil mobile, vous obtiendrez les options en fonction de l'expédition. Je m'explique. Si je suis l'unique destinataire, comme dans l'exemple dans le navigateur, on m'offre de répondre à cet expéditeur ou de transférer ce courriel à un autre destinataire. Dans l'exemple sur mobile, à partir de ma boîte courriel qui n'est pas Gmail pour vous montrer un autre visuel, j'appuie sur une flèche qui désigne un retour vers l'expéditeur pour ouvrir la fenêtre d'options. Ce courriel avait été envoyé à plusieurs destinataires. J'ai donc l'option de répondre à l'expéditeur seulement, de répondre à tous les destinataires du courriel original ou de transférer ce courriel. Pour illustrer le tout, imaginons que j'ai reçu une invitation pour participer à un souper familial dans 2 semaines. Je pourrais répondre seulement à l'expéditeur pour lui confirmer ma présence. Je pourrais aussi répondre à tous pour que tout le monde sache que j'y serai. Si je m'aperçois que l'expéditeur a oublié ma sœur dans la liste des destinataires, je peux lui transférer ce message. Lorsque vous cliquez ou appuyez sur Répondre, une fenêtre s'ouvre contenant déjà l'adresse du destinataire, puisque c'était l'expéditeur du message original. Dans le champ Objet, vous voyez l'objet original avec RE devant. Ainsi, le destinataire saura que ce message est une réponse à un courriel envoyé précédemment. Lorsqu'il y a beaucoup d'allers-retours, vous verrez plusieurs RE devant l'objet original. Ça a l'air plutôt étrange, mais c'est une indication pertinente pour le destinataire du message. Vous remarquerez aussi que le message original suit afin de pouvoir retracer l'historique de l'échange. Votre curseur se trouve dans le corps du message, vous êtes donc prête à composer. La pratique veut que le courriel soit un peu comme une lettre. Nous avons gardé l'habitude de signer à la fin du message par courtoisie. Il est évident que le courriel vient de moi puisque je suis désigné dans la boîte de réception comme étant l'expéditeur. Lorsque j'ai terminé et que je suis prête à envoyer, je clique sur Envoyer ou j'appuie sur la flèche qui pointe vers le haut dans la version mobile. Lorsque vous souhaitez transférer un courriel, votre curseur se placera plutôt dans le champ A, de façon à vous permettre d'indiquer l'adresse de la personne à qui vous souhaitez le transférer. L'objet du courriel sera cette fois-ci précédé des lettres FWD pour l'expression anglaise Forward. Ici aussi, le message original suit afin de pouvoir retracer l'historique de l'échange. Vous pouvez également ajouter un message pour introduire le message transféré. La pratique dans les entreprises est parfois d'écrire PVI ou PTI ou encore FYI pour votre information, ton information ou for your information. Lorsqu'il s'agit simplement de s'assurer que la personne est mise au courant de l'information transférée. Dans la version mobile, le plus encerclé me donne l'option d'ajouter des destinataires à partir d'une liste. Lorsque vous êtes prête, cliquez sur Envoyer ou appuyez sur la flèche vers le haut. Voyons maintenant comment écrire un nouveau courriel. Ici, je vous mets plusieurs options possibles selon les fournisseurs car c'est un peu moins universel. Lorsque nous l'avons survolé tout à l'heure sur l'ordinateur, je clique sur le bouton Nouveau message à gauche pour écrire un nouveau courriel. Sur la version mobile de Gmail, on voit le bouton en bas. Sur la messagerie dans mon iPhone, je dois appuyer sur l'icône d'un carré avec un crayon à l'intérieur. Sur Outlook, je peux commencer la rédaction d'un nouveau message en appuyant sur le plus. Dans tous les cas, une fenêtre s'ouvre et mon curseur est dans le champ A, le champ pour indiquer l'adresse courriel du destinataire. Il faut s'assurer de ne pas faire d'erreur, car on pourrait envoyer le message à une toute autre personne ou encore recevoir un message d'erreur parce qu'il n'aura pas été distribué, exactement comme dans le courrier.
Dans la version web, on voit aussi CC et CCI disponibles à droite du champ. CC veut dire copie conforme, qui est généralement utilisé lorsqu'on veut que quelqu'un soit avisé de cet échange, mais qu'il n'est pas le destinataire principal. Dans la pratique, il n'est pas attendu que ce destinataire réponde à ce courriel. CCI est moins utilisé, mais vous permettrait d'envoyer une copie conforme invisible, c'est-à-dire que les autres destinataires ne sauront pas que cette personne reçoit le même message. Ensuite, je complète le champ Objet en donnant un titre à mon courriel. Puis, vous composez votre message. Enfin, lorsque c'est complété, cliquez ou appuyez sur Envoyer. Dans la version mobile, vous devez appuyer sur la flèche qui rappelle un peu les avions en papier. Et maintenant, comment ajouter une pièce jointe? L'icône pour ajouter une pièce jointe est le trombone, en référence à l'action d'annexer un document. Cliquez sur cette icône ouvrira le répertoire de votre ordinateur, tablette ou téléphone intelligent. Dans mon courriel sur mon iPhone, dans l'image de droite, on voit des options plus détaillées. Je pourrais ajouter une photo qui est déjà dans mon répertoire. Je pourrais ajouter une photo que je prends à partir de ma caméra directement dans ce message, ou je pourrais ajouter un document. On voit également les icônes pour modifier la police ou faire des annotations. La dernière partie n'est pas à négliger et vous constaterez qu'il arrive très fréquemment qu'on nous envoie des courriels frauduleux ou des tentatives de hameçonnage. Vous entendrez parfois l'appellation spam, qui, fait amusant, est un acronyme de l'anglais Spiced Pork and Ham, désignant autrefois une charcuterie indigeste. Il s'agit donc d'un courrier électronique non sollicité qui est envoyé en grand nombre à des boîtes aux lettres électroniques ou à des forums dans un but publicitaire ou commercial. Comment pouvez-vous reconnaître un courriel frauduleux ou une tentative de hameçonnage? Il est important d'abord de dire que les fraudeurs sont très inventifs et trouveront toujours de nouveaux moyens d'attirer notre attention, parfois même en tentant de jouer sur notre pitié. Voici quelques trucs pour les reconnaître. Ils peuvent parfois provenir d'une compagnie dont vous n'êtes pas client. Par exemple, si je reçois un courriel qui me demande d'aller modifier mes informations de paiement pour Bell et que je ne suis pas cliente, à la corbeille. Ils sont parfois trop beaux pour être vrais. Vous êtes le gagnant! Félicitations! Le courriel n'est pas personnalisé, par exemple en utilisant la première partie de votre adresse courriel. Bonjour, j'ai bleu. Le courriel est rempli de fautes de français. On vous demande de diffuser des renseignements personnels. D'ailleurs, n'indiquez jamais votre numéro de carte de crédit ou toute information sensible dans un courriel. Si vous devez absolument partager ce type d'informations avec un proche, faites-le en personne ou par téléphone vidéoconférence. Si vous recevez une réponse, c'est-à-dire que l'objet du message débute par « re » à un courriel que vous n'avez jamais envoyé, méfiez-vous. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas bon signe non plus. Voilà qui met fin à cette capsule sur l'utilisation du courriel. Ne vous en faites pas, avec la pratique, on devient plus habile pour se repérer. Merci de votre participation.